Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du Journal du Soir, ce 30. Eh bien oui, on achève le mois de mai, on arrive au mois de juin dès vendredi, donc 30 mai 2018. Et ce soir, comme je l'ai annoncé un petit peu plus tôt sur mon compte Facebook, Max Bradette va être avec nous. Eh oui, à 22h, peut-être un petit peu avant, dans le coin de 22h. Max va se joindre à nous. Merci encore une fois pour la diffusion du match de baseball hier. Jean-Marc Drolet et Jean Allard qui étaient à Ville-la-Salle, qui nous ont présenté ce match entre Coaticook et Ville-la-Salle. Et match qui a été remporté par les Lassallois. Je voudrais vous dire que je n'étais pas présent au parc, mais voici, disons, mon appréciation de la description, de l'ambiance pour quelqu'un qui écoutait à la radio. Et je n'ai que des félicitations à lancer à Jean-Marc et Jean-Laure. Jean-Marc Drolet, évidemment. Parce que on sentait vraiment qu'on était dans un match de baseball animé, disons, par Roger Brulotte et Jacques Doucet. Je dis pas qu'on veut imiter ces derniers. Mais on entendait, ça sentait le baseball. Il manquait seulement que les fameux vendeurs dans les estrades. À un moment donné, il y avait l'orgue qui jouait avec, disons, l'annonceur maison. Et on entendait ça. Et vraiment, là, j'étais content parce qu'on n'en entend plus des matchs de baseball à la radio. Et c'est seulement sur radioinfocité.com. Donc, je pense mardi prochain, nous serons à Repentigny. Je sais pas qui va être le club visiteur, mais donc prochain rendez-vous baseball sur radioinfocité.com mardi prochain. L'avant-match 19h30 ou 20h là, si Jean-Marc peut arriver tôt, parce que faut savoir que Jean-Marc va partir de mardi prochain de complètement l'ouest de la ville de Montréal pour se rendre à l'est complet. Donc en Repentigny. Et on va être assez serré, mais s'il n'y a pas d'avant-match, il y aura le match, ça c'est certain. Donc ce soir, je vous disais tantôt, Max Bradette va être avec nous un petit peu plus tard, dans une 25 minutes, 30 minutes. Mais en attendant, je voulais vous dire, je vais vous parler un peu du texte de Mathieu Bock-Côté de ce matin dans le Journal de Montréal. Je vais aussi vous parler d'une belle nouvelle. Une belle nouvelle, oui, ça arrive pas toujours, mais là, ça y est, c'est arrivé. Et c'est très, très, très rare, ce qu'on a vu dans le Journal de Montréal ce matin. Très rare. Vous allez me demander, ouais, mais quoi il parle? Quoi tu veux parler? Qu'est-ce qu'il dit Saint-Louis à l'autre bout? Docteur Duvernay-Tardif. Ben oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Laurent Duvernay-Tardif qui vient d'être reçu médecin. Et dans quel autre champ d'activité il domine, ce Laurent Duvernay-Tardif? Eh ben, il joue pour un club de football, et non pas un club universitaire, non pas la Ligue canadienne de football, mais la Ligue nationale de football pour les Chiefs de Kansas City. Et il est un joueur régulier, 6 pieds 5, mesdames et messieurs. Parlant de 6 pieds 5 puis de 1 mètre ou 2 mètres là. Aujourd'hui, j'écoutais les nouvelles. Oui, on est dans le système métrique, mais il reste une chose, c'est qu'ici en Amérique et du Nord, on fonctionne souvent sur le vieux système américain là, anglais là, sur les pieds. Et aujourd'hui, on recherche une petite fille, une jeune fille là, qui est recherchée, une fugue ou quoi que ce soit, je sais pas trop. Et on donnait sa grandeur en mètres. M'excuse, messieurs, mesdames les médias, mais moi, ça me dit rien, 1m63 puis 1m70. Non, au niveau de la grandeur, parlez-nous donc. Puis surtout quand c'est des disparitions de personnes et qu'on nous donne leur grandeur en mètres. Franchement, là, c'est pas fort. Ce qui fait que je suis pas le seul. Jean-Marc, il dit qu'il n'y comprend rien non plus. Tandis que 5 pieds, 6 pouces, ça nous dit quelque chose. Mais 1m43 puis 1m62, là, je sais à peu près. 1 mètre, c'est 3 pieds. Puis ça, ce qui fait que 6 mètres, c'est 6 pieds. Ça fait que 3 divises ça en 2. Quand c'est 1m50, ça fait à peu près 4 pieds et demi. Mais
Hey, là, faut que tu fasses le calcul, puis non, quand c'est pas le temps, là. Dites le poids en kilos, ça peut toujours s'arranger, là. Et 100 kilos, ça fait des fois 2,2 livres, ça fait 200 quelques livres, 210 livres à peu près. Mais il reste une chose, c'est que quand vous arrivez en mètres, là, c'est donc de dire ça en pied, ça serait pas mal moins compliqué. Bon, ceci étant dit, Laurent Duvernay tardif. L'histoire, elle dit pas, mesdames et messieurs, si le chandail 76 de Laurent Duvernay tardif sera coiffé des lettres de MD au dos, là. Mais chose certaine, après 8 ans, mais oui, 8 ans de dur labeur, le garde à droite des Chiefs de Kansas City a officiellement obtenu son diplôme en médecine hier. Et c'était une journée de fébrilité là, sur le terrain du prestigieux, disons, événement de l'université, établissement. Là. Évidemment, c'est assez prestigieux, on le sait. L'université McGill, même si c'est une université anglaise à Montréal, elle a quand même son rang au niveau mondial. C'est une université reconnue, très reconnue. L'Université de Montréal aussi. Mais pendant le temps hier que des centaines d'étudiants défilaient et prenaient la pause pour souligner la remise des diplômes, il y a un géant de 6 pieds et 5 pouces, 320 livres, mesdames et messieurs, qui devenait officiellement le premier, pour ça que je disais c'était rare tantôt, le premier joueur actif de l'histoire de la Ligue nationale de football à revendiquer le titre de médecin. Et c'est un petit Québécois. Rares sont les Québécois qui jouent au football, mesdames et messieurs. Football américain, je parle. Mais il y en a quelques-uns, il y en a pas beaucoup. Il y a Laurent Duvernay tardif. Et là, il est le seul qui peut revendiquer le titre de médecin. Et évidemment, ça veut dire pas beaucoup pour lui, là. Et il sait même pas s'il réalise encore pleinement le moment de sa vie qu'il vit. Et il nous dit que c'est un sentiment indescriptible de fierté. L'une des premières fois qu'il est fier de lui. Écoutez, il était déjà joueur pour les Chiefs de Kansas City. C'est assez remarquable. Et il dit maintenant qu'il n'a pas honte de le dire. Hein. Et des cérémonies comme il a vécu hier, ça va évidemment raviver des souvenirs. Et pendant 4 ans, de 2010 à 2014, Duvernay tardif a emmené de front sa carrière universitaire avec les Redmen et ses études. Et en 2014, son cheminement s'est complexifié de manière importante quand il a été repêché par les Chiefs en 6e ronde. Ce qui fait que là, il a attaqué de front les 2 lourdes commandes avec la ferme intention de terminer ses études en 2018 et c'est maintenant chose faite. Et depuis tout le début, la médecine pour lui était le plan A. La vision, disons, primaire. Le football était une opportunité incroyable pour lui et il a réalisé parce qu'il était choyé de pouvoir pratiquer un sport qu'il aimait. Et quand il a été repêché en 2014, il s'est lui-même promis que peu importe les embûches, il faut qu'il gradue en médecine parce que c'est sa vision initiale et c'est un peu ça qui l'a nourri à travers tous ces défis. C'est ce qu'il nous a expliqué. Et des défis, bien sûr, il y en a eu, hein, bien avant de devenir garde partant, récompensé de l'un des plus riches contrats de sa position. Ou encore, on peut dire maintenant le docteur Duvernay tardif, l'athlète étudiant, a collectionné des courtes nuits dans le vestiaire des Redmen, dans les cours, et aussi entre les cours, les rotations cliniques, les entraînements. Et puis, plus récemment, les moments de répit ont été très, mais très, très rares parce qu'il y avait des exigences pour ses études et il y avait aussi la rigueur de la Ligue nationale de football. Évidemment, il y a eu des moments difficiles dans ces moments au niveau de Laurent Duvernay tardif. Mais il se disait que il était pas là pour se plaindre, qu'il avait une chance inouïe, combiner une carrière professionnelle dont beaucoup de gens rêvent, tout en étudiant en médecine, ce que beaucoup de gens enviaient, évidemment, et envient encore. Et il se disait qu'il n'avait pas le droit de laisser tomber l'un ou l'autre parce qu'il y avait une chance, comme je disais tantôt, inouïe. Et histoire de boucler la boucle et de donner un exemple bien visible aux jeunes qui regardent et qui épient sa carrière,
Laurent Duvernay-Tardif aimerait bien ajouter 2 lettres à son chandail de football. Nul doute, évidemment, que ces larges épaules laissent encore ont amplement d'espoir pour ajouter ou coudre à son chandail MD, médecin, diplômé, devant son prénom. Puis tout ça, c'est pour rappeler qu'il est le premier et le seul médecin de la plus prestigieuse ligue de football. Mais est-ce que Laurent Duvernay-Tardif va être capable de convaincre, disons, les hauts dirigeants de la ligue? Ça, c'était une autre histoire, une autre paire de manches, comme on dit. Mais il reste que la demande, mesdames et messieurs, a été envoyée et ça reste à suivre. Ça serait assez impressionnant sur son chandail. MD, médecin diplômé, Duvernay-Tardif. C'est quand même rare. Et je pense que je voulais quand même le souligner parce que on voit pas ça souvent. Je sais pas combien est-ce que Laurent fait au football. C'est sûrement pas 100 000 $, par année, puis 200 000 $, puis 300 000 $, puis 1 million. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que 700 000 $. C'est dans les dizaines de millions de dollars. Je ne serais pas surpris du tout. Donc, coup de chapeau à ce Québécois, Duvernay-Tardif, qui réalise quand même un rêve, hein. Mais je l'imagine quand il va arriver au camp d'entraînement des Chiefs cet été avec ses coéquipiers, puis quand il va arriver, il va avoir les coéquipiers vont l'accueillir en héros, là, c'est évident. Et puis ça prendra pas beaucoup de temps pour avoir le soigneur sur le terrain. Ils vont avoir un docteur, les Chiefs de Kansas City, sur place aux entraînements. Donc, s'il y en a un qui se fait blesser, tout de suite le docteur est sur place. Oh, pas pire, quand même. Bon, ceci étant dit, bravo Laurent Duvernay-Tardif, parce que là, je pense qu'il est en train de réaliser ses 2 passions. Et vous savez, quand on travaille comme des fous, tout est à notre portée. Vous savez, moi je regardais un jeune là, qui aujourd'hui est perfusionniste. Perfusionniste, ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver? C'est un perfusionniste. C'est quelqu'un qui travaille dans une salle d'opération et qui s'assure de l'équilibre du sang dans les opérations. Admettons qu'on a une opération au cœur, il faut que, et on arrête le cœur, il faut que le sang quand même circule. Et tout ça c'est fait machinalement. Et les perfusionnistes, c'est leur mission, leur rôle, c'est-à-dire d'équilibrer le flux sanguin dans le corps pendant les opérations. Et je connais un jeune qui fait ça, il y a 24, 25 ans, peut-être 26 aujourd'hui. Et je l'observais étudier il y a quelques années. Je nommerai pas son nom parce qu'il m'a pas donné la permission, mais je vais quand même raconter son histoire. Pendant que les amis, les copains fêtaient, écoutaient le hockey le samedi soir, lui, il y allait avec les amis. Et il y avait une ou deux, 3 pièces dans la maison. Et il regardait une période de hockey, mais pendant les entr'actes, ce dernier se réfugiait dans la cuisine arrière de l'appartement et allait étudier samedi soir. Et il n'a jamais cessé d'étudier. Et aujourd'hui, il a 26 ans, puis il a 2 voitures. Lui, il aime les voitures. Bon, c'est comme ça. Mais il s'est payé, en sortant de ses études, une Cadillac neuve, mesdames et messieurs. Peut-être qu'il était emprunté, là. Vous allez me dire, il vient de sortir de l'école. Mais il s'est fait un cadeau, une belle Cadillac de l'année. Et 2-3 ans plus tard, une Corvette, je pense, de l'année. Il est célibataire, le gars. Et il travaille fort. Puis il a étudié pendant 4-5 ans. Ça fait que, vous savez, c'est payant quand on est à notre affaire. Puis je peux vous dire une chose, ces années-là d'études, quand on est jeune, eh bien, c'est jamais, mais jamais perdu. Et je peux vous dire une chose, je suis très fier de Laurent Duvernay-Tardif, qui lui, je sais pas si c'est parent avec Ludger Duvernay. Ça doit être parent certain. Les Duvernay, il y en a pas des milliers au Québec, là. Je suis certain que ça doit être parent avec Ludger Duvernay, le fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, de Montréal. Et par la suite, ça s'est développé ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, c'est les Capitals de Washington 3 et Golden Knights de Los Angeles, de Las Vegas 1. Je narguais quelqu'un aujourd'hui, je dis, vous allez voir, tu vas voir, les Las Vegas vont passer Washington en 4 matchs. Là, je vais me faire achaler demain matin. J'ai voulu taquiner hier. Aujourd'hui, je vais avoir la monnaie de ma pièce. Demain, c'est pas grave, ce n'est pourquoi.
que pour, disons, mettre un petit peu d'ambiance dans nos journées de travail. Donc, OK, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en politique? Bon, pas grand-chose. Il y a Robert Poetti qui a décidé qu'il renouvelait pas son mandat. C'est enfin quoi, un 15e chez les libéraux. Bon, ça va tout changer, quoi. C'est bizarre parce que ces gars, lui, il avait eu sa convention au mois de à l'automne passé. Et il s'est fait élire pour être candidat. Et il était candidat reconnu. Ce qui fait que là, il décide qu'il se présente plus. Change de décision. Bon. Est-ce que... Puis il n'a pas averti personne. Ni personne au Parti libéral. Il a annoncé ça par une vidéo dans le conseil des ministres aujourd'hui, dans le caucus des députés libéraux. C'était un peu... Disons que c'était un peu ordinaire comme annonce, mais bon, t'es peut-être pas capable de leur dire en pleine face. Ça fait que il a décidé de le faire comme ça. Mais ça en fait quand même un 15e, puis il y en a d'autres libéraux qui ne se représenteront pas. Ça veut dire quoi, tout ça, là? Est-ce que ces gens-là sentent la défaite proche? Je sais pas, sûrement. Mais certains ont des comtés très, très sûrs. Hein? Et même si les libéraux n'étaient pas élus, disons, au gouvernement, ils seraient quand même élus députés dans leur comté. Ce qui fait que un 15e libéral. Imaginez-vous si ça avait été le PQ qui perdait 15 députés comme ça, ministres, députés, ça serait effrayant comment est-ce qu'on dit, on interpréterait ça dans les journaux, dans les médias. Ce qui fait que je pense qu'on est en mesure de constater que il y a 2 poids, 2 mesures dans le traitement des médias. Mais ça, on est habitué. Pardon. Fin de session approche, le 1er juin de vendredi, donc la semaine prochaine. On va entamer le dernier droit de la session. Est-ce qu'on va permettre à la marijuana d'être cultivée dans les maisons privées au Québec? Je sais pas, je penserais pas. On n'est pas rendu là, mais on va disons, assister à des projets de loi qui vont être, disons, dans le jargon parlementaire, mourir au feuilleton. C'est-à-dire qu'ils seront jamais, ils vont en avoir comme projet de loi qui a été discuté et laissé de côté. Donc, mardi 5 juin 2018, Jean-Marc me met ça, le club visiteur, les Aigles de Trois-Rivières qui vont visiter le Royal de Repentigny. Donc, mardi soir au parc Champigny à Repentigny. Donc, match diffusé ici sur Radio Infocité de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Donc, les Aigles de Trois-Rivières qui rendent visite au Royal de Repentigny ce mardi prochain, 5 juin, 19h30, 20h sur radioinfocité.com. Donc, je reviens un peu à ce que je disais, fait un petit tour d'actualité. Dangereuse chenille qui débarque au Québec, une chenille qui est grise et jaune, qui est une espèce de chenille nouvellement arrivée, qui donne du fil à retordre aux spécialistes de la santé depuis le début de l'été. Parce qu'il y a des jeunes enfants qui ont passé tout près d'y laisser leur vie après avoir mis l'insecte dans leur bouche. Pas fort, là. J'ai jamais mis une chenille dans ma bouche, mais bon, faut croire qu'il y en a qui sont plus téméraires que d'autres. Et c'est une petite chenille grise et orange qui arrive tout droit de l'Europe et qui a fait son entrée au Québec en se camouflant dans les voyages des bagages des gens. Et c'est un peu ça, hein? C'est le mondialisme qui fait que tout le monde voyage, puis ça se promène dans l'entour de la planète avec des avions, puis là, ça amène des bébites, ça amène des bonnes choses, des bonnes choses, ça a des bons côtés, les voyages, mais des fois, les voyages forment la jeunesse. Mais parfois, ça peut avoir ses inconvénients. Et cette chenille, là, faites attention. C'était dans le Journal de Montréal ce matin. Allez dans le Journal de Montréal, vous allez le voir rapidement. Il y a l'article qui explique un peu. Mais sachez que c'est pas... approchez-vous pas trop de ça, puis de grâce, mettez pas ça dans votre bouche. Bon. À Québec, la maire va accueillir de plus en plus d'immigrants. Force est de se constater qu'ils cherchent des gens pour travailler, c'est ça. Parce que on dit qu'il y a pénurie d'emplois. Je suis pas certain de ça. Donc on va surveiller ça aussi. Il va y avoir des tarifs douaniers là, sur
disons, le métal, les États-Unis. Et Trump, ça se souvient que Trump a quand même, donc le mois passé un décret, taxer, disons, les métaux lourds, l'acier, l'aluminium, et ça pourrait être dévastateur pour l'importation d'acier et aussi d'aluminium. Est-ce que disons, le passe-droit va être accordé encore par les Américains, notamment par le président Trump? Est-ce que ça va être renouvelé? C'est ce qu'on va suivre aussi, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont reliés à tout ça. Ce qui fait que on est en droit d'être inquiet, parce que le producteur, en tant que producteur d'aluminium, le Québec est assez bien placé. Maintenant, est-ce que là, il y a le G7 qui s'en vient. Je sais pas combien est-ce qu'il va y avoir de millions mis seulement dans la sécurité, mais il reste encore une chose, c'est que les Québécois se font avoir résolument. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, vous savez, quand il y a eu la crise des immigrants illégaux, crise dans laquelle on est encore en plein dedans, eh bien, tout ça a commencé par un message de Justin Trudeau, quand le président américain, Donald Trump, a dit qu'il ne renouvellerait pas les contrats des immigrants des autres pays qui sont aux États-Unis, disons, par aide humanitaire. On n'a qu'à penser au tremblement de terre en Haïti, d'autres raisons qui peuvent être économiques, religieuses, mais religieuses pas trop avec les Latinos. Il y a beaucoup de Latinos, mais là, il y a des gens des autres pays qui transitent par les États-Unis pour venir s'installer au Québec. Puis pas au Canada, au Québec. Ils ont des raisons. Les programmes sociaux, ils sont bons, nos programmes sociaux, mesdames et messieurs, ça c'est parfait, ils arrivent ici. Et puis qu'ils se font soigner les dents, puis ils sont vérifiés par un médecin. Et parfois, j'ai essayé de trouver un médecin, moi, la dernière fois, ça m'a pris au moins 2 semaines à trouver un médecin. Puis là, j'ai téléphoné, puis j'étais assez convaincant, fait qu'ils m'ont pris. Mais ça m'a pris au moins 10 endroits. Téléphoné à 7-8 places, au moins 7-8. Et, quand Donald Trump a indiqué qu'il ne renouvellerait pas ses mandats, c'est durée de séjour aux États-Unis pour des raisons quelconques, humanitaires ou autres. Eh bien, Trudeau est allé dire, venez-vous-en ici. Dans un fameux tweet, souvenez-vous, gazouillis, eh bien, Trudeau est allé les inviter. Ah là, ça a pas pris 2 minutes, hein, ça s'est emmené ici. Eh ben là, il y avait une facture de 146 millions. Là, on arrive, mesdames et messieurs, au sommet du G7. Je sais pas combien ça va être de millions, là, mais sachez que ça va être encore un maudit paquet de millions. Je pense que Max est arrivé. Max... Ta crédibilité puis ton intégrité. Master, l'intégrité, c'est un mot qui va bien bas à tous les niveaux. Puis pas rien qu'au niveau politique. T'as qu'à regarder des gens qui posent des gestes inacceptables, sont trouvés non criminels, non responsables. On trouve des moyens de les acquitter. On leur trouve des excuses. Ça vaut plus la peine de s'astiner puis perdre du temps pour ça. Dans le temps qu'il y a eu des batailles, ce qui était formidable, quand le Québec s'est découvert, quand est arrivé l'avènement du Parti québécois, et puis avant la formation du Parti québécois, les gens avaient un désir, ils voulaient s'en sortir. Il y avait un but commun, mais il n'y a plus personne qui a un but commun. On est dans un règne individualiste. Et tu sais, la politique est pas pire puis pas mieux que le reflet de la société. Les politiciens sont individualistes, qu'à regarder c'est comment que ça change de bord, ça s'en va d'un bord, ça s'en va de l'autre. Là, ça nous raconte toutes sortes de belles histoires, tu sais. Bon, une qui veut protéger les aînés, mais quand elle était au gouvernement, elle était là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait le pouvoir. Moi, la chose que je me demande, c'est quand ils ont le pouvoir, comment ça se fait en tant que tel? Tu l'as le pouvoir, tu pourras agir. Et là, quand tu l'as plus, là, tu dis, je vais revenir, puis là, là, tu vas être la solution. Mais tu y étais à ce moment-là. On te l'a donné, ta chance. Tu l'as pas pris. Ou pour X, Y raison, tu t'es plié aux exigences des lobbies. Fait que là, François, tu sais, c'est bien bon de perdre du temps, risquer en plus de ça, à bien des niveaux, de perdre des opportunités, de perdre des emplois, de perdre la possibilité de faire vivre ta famille pour une cause qui en vaut-tu véritablement la peine, c'est oui, la cause en vaut la peine, Max. Ceux qui devraient être les porte-étendards, eux-mêmes ne te démontrent pas que ça en vaut la peine. Pourquoi que toi, tu irais te battre pour eux autres?
parce que c'est se battre dans le néant, là. Ben, la cause en vaut à peine, pas Max. de coordination, puis tout le monde ne tire pas. Au moins, dans les années 70, t'avais une majorité qui tirait dans le même sens, qui avait un rêve, qui, tu sais, un peu, je me donner un exemple, quand t'arrives avec la création de l'Hydro-Québec, on est 6 millions, faut se parler, puis il y avait des campagnes pour nous sensibiliser de changer notre électricité, notre chauffeur à l'huile pour le mettre à l'électricité, que ça allait nous revenir. Mais là, à travers les années, tu regardes, on a dévié la vocation de nos sociétés d'État pour en faire profiter quelques entreprises privées puis quelques gens pour s'enrichir. Puis t'as plus personne qui se révolte contre ces choses-là. Pourquoi, François, qu'on irait se révolter, nous autres, qu'on irait se mettre la tête sur la bûche, quand le peuple en tant que tel se fait dépouiller et s'en aperçoit même pas, est indifférent. Ouais. Quand un parti qui a été créé pour la fierté des Québécois, puis je te parle du Parti québécois, qui a été créé pour la fierté des Québécois, pour son identité en tant que telle, pour la langue française, pour défendre le fait français, puis défendre une culture, se met à genoux devant quelques apparatchiks pour essayer d'aller chercher un 4% du vote, puis en se déshonorant. Tu sais, un parti politique, je vais te dire une chose, moi ça me fait rien que le Parti québécois disparaisse, mais qu'il disparaisse dans la dignité. Tu comprends ce que je veux dire? Pas dans le déshonneur. Et là, le Parti québécois, il est après se déshonorer. C'est pour cette raison que les gens diront ce qu'ils voudront. Je lis encore, je vois sur Internet, je lis les posts, je vois des militants, écoute, qui sont acharnés, qui y croient, puis c'est combien leur face, je les félicite, puis je les trouve honorables de faire ça. Mais ils croient plus en la cause que les gens qui se présentent. Ils croient plus en la cause que les dirigeants du parti. C'est qu'auparavant, les gens croyaient dans la cause. Ça a toujours été, ça, Max. Mais ceux qui dirigeaient étaient les porte-étendards de la cause. C'est quand moi je me souviens mon père quand il parlait quand il parlait de la nationalisation de l'électricité, ben là mon père, tu sais, il y croyait, puis oui, puis écoute, c'est une bonne idée, c'est nos richesses naturelles, faut les garder. Mais les gens qui défendaient René Lévesque, sa gang défendaient la même idée que ce que j'entendais dire à mon père. Je l'entendais dire par ces gens-là aussi, peut-être tu vas me dire parce que c'est eux qui avaient dit, mais en tout cas, ils poussaient dans le même sens. Leur discours était un discours qui concordait. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Mais là, tu regardes le discours, quand même qu'on se le dira, les Québécois francophones sont pas en diapason avec ce que les dirigeants disent ou ce que les partis politiques essayent de nous vendre, là. C'est pas ça pantoute. Quand tu regardes les sondages, c'est pas pour rien. On l'a toujours dit, t'aurais présenté la charte des valeurs en référendum, puis elle aurait passé à 64-65%, là. Mais encore là, on nous dit que c'est ce qui a coûté c'est ce qui nous a déshonorés, puis même, on se fait en plus pousser dans sa tête en nous disant que ça a attisé des braises de l'intolérance, puis que là, tu vois des communautés culturelles qui sortent pour nous dire que ça a nuit à leur assimilation, à leur intégration. Je suis plus capable de ça, François, là. Puis ça donne quoi de se chicaner pour ça, là? Ça donne absolument rien quand des porte-étendards n'y croient même pas. Que ce soit le Québec solidaire, qu'eux au moins ils ont une qualité, c'est qu'ils sont à l'extrême gauche et ils s'assument. Puis ça, des gens qui s'assument, je suis pas obligé d'être d'accord avec eux autres, mais je suis obligé de respecter ça. Et ils s'assument, puis on sait si t'es Québec solidaire, bon, t'es pour tout ce qui a pas de bon sens, mais c'est pas grave. T'as quand même un parti pris. Si t'es du côté de la CAQ, ben là, la CAQ, ils se voient à proximité du pouvoir, ils veulent ne pas trop faire de guerre, ils essayent de s'identifier au centre droite, puis en tout cas, on a des termes qui ne veulent rien dire, c'est simplement des opportunistes qui voient une chance que les gens sont tannés puis qui veulent se débarrasser d'un gouvernement, c'est qu'ils prennent à peu près le même programme en disant bon ben ça va être c'est du nouveau monde, autrement dit tu vas être torturé par du nouveau monde. On va changer le bourreau. Ouais, puis je pense que Martine Ouellet, non pas Martine Ouellet, quelqu'un au PQ, je pense que c'est Véronique Yvon, elle disait la semaine dernière, ils s'échangent le joueur. Non, mais d'une manière, puis du côté du Parti québécois, ben
tout a été dit. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ben oui, mais ils veulent faire flirter avec Québec solidaire ou les idéologies de Québec solidaire. Ils vont pas chercher de vote là, eux autres. C'est aussi ridicule que, comme je te parlais, c'est comme, toi, t'as un restaurant, t'as un dépanneur, puis l'autre bord, ben, il y a un métro. Au lieu de vouloir compétitionner le métro, ben, tu vas t'en aller puis tu vas aller manger le petit gars qui vend de la limonade avec son petit carrosse qui vend de la limonade à une pièce du verre. Tu vas mettre ton verre de limonade à 50 cents pour pouvoir battre lui, là. Aller chercher des ventes du petit gars qui vend de la limonade sur le bord du terrain, du chemin, pendant que le gros est en face, puis tu oses même pas essayer de le compétitionner. C'est bizarre comme... tu sais, on dit souvent que Lisée est un grand stratège. Il me semble que je jouerais sur l'identitaire, puis il y a un point, Max. Il y a un point, Max. Ça ne joue plus sur l'identitaire, puis je veux même pas... Écoute, je vais te dire de quoi, François. L'identitaire, elle n'existe plus. Ça existe plus, l'identitaire. Je vais te donner un exemple. Je parlais... j'étais l'autre jour avec des amis, puis rien qu'au niveau sportif, on n'a plus aucune identité au niveau sportif. Auparavant, on se dit, il y avait des belles rivalités, on était véritablement distincts. Je vais te donner un exemple. Je regarde là. C'est qui tu connais, avec qui tu te colles. Si tu regardes au niveau du hockey, ben on n'en parle pas, c'est simplement on parle du Canadien, mur à mur. Et puis même au mois de juillet, tu viens à la radio au mois de juillet, je me souviens moi d'avoir pris une gageure, on était en auto, il était le 7 ou le 8 de juillet, puis on s'en venait en auto de Trois-Rivières. C'est que là, j'étais avec quelqu'un à côté de moi, j'ai dit, moi, de garer un 10, qu'on vit la radio à 98.5, puis ils vont parler du Canadien. On était le soir, il était, après les courses, il était 10h30, 11h moins quart. Ça fait que là, le gars, il dit, écoute, on est le 7 juillet, il dit, je te le gaz. C'est que là, je pogne la radio, puis je pisse sur le piton. Écoute, le gars, il dit, en arrivant au poste, il dit, faut voir que le Canadien, ça faisait à peu près 3 secondes et demie qu'on avait changé de poste. Le gars, il dit, j'ai jamais perdu 10 piastres aussi vite que ça. Mais il dit, c'est pas compliqué. Il n'y a pas aucune place pour des vedettes locales. Il n'y a aucune place pour nous faire découvrir des talents d'ici. Puis ça, écoute, on l'a vécu nous autres dans les courses de chevaux, mais vous m'as donné la ligne nord-américaine de hockey. Oui. Ça, la ligne nord-américaine de hockey, j'ai appris à la connaître. J'ai appris à la connaître, la ligne nord-américaine de hockey. Ça, c'est une ligne de transition qui permet à des joueurs qui ont joué dans différents circuits majeurs, mais mineurs, professionnels mineurs, puis même souvent majeurs, même dans la Ligue nationale, d'avoir une seconde carrière, c'est-à-dire d'avoir un tampon entre la deuxième carrière et le hockey. C'est une PME, ce sont des PME. Ça fait travailler du monde. Les gars gagnent entre, je te dirais, 200 puis 500 piastres par match. Les coachs sont payés. Il y a des physiothérapeutes parce que c'est du hockey professionnel. C'est une PME qui doit coûter environ tout près d'1 million de dollars à opérer. Mais ça fait travailler du monde. Puis comme je t'ai dit, c'est un moyen de transition entre une carrière professionnelle puis une nouvelle carrière. Ils ne sont pas capables d'avoir aucun moment, ils peuvent avoir de la publicité, qu'on parle d'eux, puis c'est un bon calibre de jeu, un calibre à prix abordable, on parle de 15 piastres du billet dans le maximum, puis quand tu vas là pour 15 piastres, des arénas où ce que tu vas payer hot dog 2 piastres et demi, puis un hot dog, une poutine, puis une liqueur en spécial à 6 piastres et demi, 7 piastres. Tu sais, de quoi là vraiment dire comme dans l'ancien temps, tu dis on va au centre Paul Sauvé, on mange une frite, un hot dog, une liqueur sur le pouce au centre Paul, on va aller au hockey ou à d'autres sports quand c'était là. Ben, c'est un petit peu cette atmosphère-là. Ils sont pas capables, qu'à partir du moment qu'on leur donne soi-disant un petit espace dans les médias, c'est pour parler d'un incident, d'un débordement, d'un mauvais coup de hockey, d'une chose de même pour pouvoir les écraser, pour plus avoir besoin d'en parler. Tu regardes les expos. Quand les expos, là, on nous parle le retour du baseball, etc., ce qui me lève le cœur, c'est quand les expos étaient encore ici en 2006, ça aurait été bien plus facile de s'organiser pour les garder que de les laisser partir puis d'essayer de les ramener. Et à ce moment-là, on les a vendus 125 millions. 125 millions, c'était donné une concession qu'on va tout probablement racheter pour $1 milliard. Mais encore là, on a dénigré le stade olympique. Je passais l'autre jour par Sherbrooke, puis je regardais le stade olympique. C'était le soir, puis il était illuminé. Là. Tu sais, je veux dire, il y avait les lumières étaient ouvertes. Écoute, là, c'était beau, c'était futuriste. Mais au lieu de le vanter, au lieu d'en être fier, parce que c'est l'endroit le plus visité à Montréal,
Quand les expos étaient ici, oublie pas une chose, l'endroit le plus visité à Montréal était le stade olympique, le mât du stade, etc. Au lieu de le vanter, on l'a descendu, puis on l'a payé, là. On l'a pas volé à personne. Les contribuables l'ont payé de A à Z. Il n'y a pas une brique dans ça qu'on n'a pas payé, puis chèrement, peut-être 3 fois le prix. Un coup qu'on l'a eu payé, c'est un peu comme si je t'avais un auto, je t'avais une Jaguar, puis je t'avais 3 fois trop cher, mais un coup qu'elle est payé, puis elle est tatouée, ben, tu fais un tiers de rouler dedans, tu l'as payé. Tu comprends ce que je veux dire? Mais nous autres, c'était la même chose. Mais là, on a dénigré. Là, nos amis, malheureusement, souvent les journalistes, puis les autres qui sont guidés, puis même en région, c'était pas plus fort, là. Même en région, les journalistes se laissaient guider par ce qui était dit par quelques commentateurs qui disaient que le stade était désuet. Puis c'était toujours, remarque, c'était toujours la faute aux propriétaires. C'était la faute à Grand Galop puis Petit Trot qui les appelait. Si on leur trouvait des noms, des surnoms, on trouvait ça drôle. Mais nous autres, en tant que Québécois, pourquoi qu'on s'est pas pris en main puis on n'a pas acheté ça à 125 millions? Pourquoi est-ce qu'on les a pas gardés? Il y en avait la caisse de dépôt était là. Il y en avait des institutions pour pouvoir garder ça ici parce que c'était une vitrine économique. Rien que le visage de Montréal qui était projeté partout à travers l'Amérique du Nord à tous les soirs via les expos, c'était bien plus gros que le Grand Prix de Formule 1, ça là, les expos. C'était 162 matchs par année. C'est 162 soirs à laquelle que partout en Amérique du Nord, t'as des images de Montréal où Montréal est vu parce que quand il est à l'extérieur, où ce qu'on parle de Montréal. Et quand c'est à Montréal, on montre des images de Montréal. Ça, là, au niveau de faire une campagne publicitaire de 182 jours, là, à travers l'Amérique du Nord, imagine-toi le coût que ça représente. Au niveau publicité, ça n'a pas de prix. Bon, là, quand tu regardes ça, on la regarde pas de même parce qu'on pense petit. On a vendu ça 125. Rien que le prix qu'on l'a vendu, ça coûterait plus cher que ça, faire une campagne publicitaire pour Montréal, pour vendre les mérites de Montréal. Puis tu me feras pas clair que si on a des administrateurs maintenant qui disent qu'ils pourraient repartir du baseball, etc., qu'il n'y en avait pas dans le temps, qui n'auraient pas prendre ça en note, c'est que ce qu'on appelle nos porte-étendards, les entreprises québécoises qui étaient Provigo, etc., dans ce temps-là, ont décidé de pas aller, puis ils ont décidé de laisser aller ça, puis se débarrasser de ça. Un peu la même chose avec les Nordiques. Les Nordiques, c'était la même chose, au but à porter le flambeau. Mais en tant que tel, tu sais, la question des Nordiques, on en a déjà parlé, mais c'est encore la même chose. On a fait à croire aux Québécois qui étaient trop petits. On a fait à croire à la Ville de Québec qui était trop petite pour avoir une concession de la Ligue nationale, que là, il allait avoir la flambée des salaires. Puis là, écoute, on a réussi à faire à croire à cette ville-là maintenant, qui aujourd'hui se voit plus grosse que le bœuf. On a réussi à y faire à croire qu'elle était trop petite, qu'elle était minable, qu'elle pouvait pas vivre dans la Ligue nationale. Assez qu'on a vendu à la concession. Aujourd'hui, ce qu'on se ramasse, ben là, il y a une équipe, il y a un Remparts de Québec, pourquoi qu'il fonctionne? Bon, de un, parce que là, on a remis Patrick Roy, parce qu'il fait partie de la gang avec les Tanguay. Toujours la même gang. Tu comprends, François? J'ai rien contre ces gens-là, là. C'est du tout, puis écoute, c'est des bons promoteurs, mais il reste ils sont terriblement aidés. Tu sais, en plus d'avoir la chance, on leur donne gratuitement une exposition qu'on délaisse aux autres sports. Je regarde la ligne Can-Am, la ligne de baseball Can-Am, c'est la même chose. Jamais t'as une image à Montréal, jamais t'as un match des Capitals qui est présenté ou des champions d'Ottawa qui est présenté à la télévision. On aime mieux nous présenter en reprise 700 fois le même match de hockey qu'on a vu. Ou encore des compétitions de parchésie, d'un petit peu ce que tu voudras, mais t'as pas on dit qu'on veut ramener du baseball majeur à Montréal. À Montréal, on n'est même pas capable d'avoir une équipe dans la ligne Can-Am. On n'a pas un stade qui pourrait accueillir une équipe dans la ligne Can-Am. Là, on parle de bâtir un stade à 500 millions. On n'est pas capable d'en bâtir un petit, peut-être à 7-8 millions pour acquérir une équipe de la ligne Can-Am qui serait, d'après moi, qui serait parfaite pour une rivalité avec Québec, avec Trois-Rivières, et avec Ottawa. Je ne crois pas que si Trois-Rivières est capable d'avoir une équipe dans la ligne Can-Am, que Montréal n'est pas capable d'avoir une équipe dans la ligne Can-Am. Puis si Montréal est si baseball que ça, comme dans le temps... Non, écoute,
c'est évident, mais on n'a pas de stade. Il n'y a pas de stade. Puis, non, mais je te donne la nomenclature. Je te donne le visage. Ah, t'as raison. Là, ce que je te donne, c'est le visage des Québécois qui disparaissent tranquillement et qui se laissent disparaître. Tu sais, puis là, je te parle. Là, je t'ai parlé du baseball, la ligne Canam. Là, la ligne de baseball junior élite. Si bon, les matchs sont présentés, c'est vous autres qui avez eu, et puis ça vous a rien coûté, là, j'imagine. La retransmission des matchs de la ligne de baseball junior élite. Hey, t'as pas une image pendant toute la saison. Je te dis pas de présenter je sais pas si ça s'appelle encore les Orioles dans le cycle, là, mais je sais pas. Les Orioles de Montréal. C'est ça, mais je te dis pas. Puis quand même, ils sont au stade Gary Carter, c'est un beau nom. Non, mais s'il y a juste le nom. Ils ont fait des rénovations, ils auraient pu bâtir un beau petit stade, là, ça aurait coûté une fortune, là. Alentour, quand même, que tu l'aurais fait, un petit peu, un modèle vieillot, comme dans l'ancien temps, quand même, qui aurait été rien qu'en bois, puis avec des petites estrades, donner une belle allure dans ce coin de rue-là. Je comprends, ça aurait pu être fait. On a gaspillé combien de millions pour la soi-disant Formule 1, là. On aurait pu faire un petit stade, ça aurait coûté pas le quart de ce que ça a coûté pour la Formule 1, bâtir un petit stade. C'est ça quand t'as pas de priorité. Pas de vision. Quand t'es rendu, que tu te crois plus grosse que think big, c'est pas dur. On est des Elvis Gratton. C'est exactement ça qu'on est rendu, c'est des Elvis Gratton. Moi, personnellement, je pense que cette image-là, puis ce que j'admire, quand tu vas dans les maritimes, là, c'est tout petit, les maritimes. Ils ont gardé leur identité. Tu regardes, ils ont leurs vieilles arénas bien entretenues parce qu'ils n'ont pas les moyens, comme nous autres, de bâtir des Taj Mahal. Ils ont des petits stades de baseball. Tu vois là, c'est coquet, mon ami, c'est beau, c'est ancien, c'est bien peinturé, c'est bien gardé. Il y a des petites foules. Les gens vont encourager leur équipe locale. Ça coûte pas une fortune, mais ils gardent leur identité. Il y a 3 ou 4 hippodromes dans les maritimes, c'est la même chose. Des vieilles hippodromes, c'est propre, c'est un cachet vieillot avec les expositions comme ça se tenait dans le temps. Ils ont gardé leur identité. Nous autres, on est rendus parvenus à tous les niveaux. On n'a plus aucun sens. On n'a plus aucun sens moral, puis on n'a plus aucune fierté nationale, pas nationale non plus. Puis ça, tu peux pas. C'est la fibre qui a fait que le Québec s'est rendu là. Mais là, c'est complètement viré de bord. Je regardais, là, on continue parce que on parle de sport. Parce que souvent, l'identité à part avec le sport. Tu vas te trouver une identité, c'est pas pour rien qu'on a dit que la Révolution tranquille a commencé avec Maurice Richard puis la fameuse émeute. On nous dit que ça a commencé par là. Mais quand t'as plus d'identité au niveau sportif, ben t'en as plus d'identité. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a voulu, on n'a pas eu des porte-étendards, on n'a pas pris de nos vedettes pour dire faire connaître le sport, de nos sports locaux, non. On a pris les petits Québécois puis on leur a dit, ben écoute, là, maintenant, la nouvelle réalité, ça va être le soccer. J'ai rien contre le soccer, François. C'est pas notre sport. Mais le soccer a sa place. Mais le soccer, il a été vendu au détriment de quoi? Il a été vendu au détriment du baseball et de l'athlétisme. On a pris les parcs de baseball, puis on a pris les parcs d'athlétisme, puis on les a changés, mon ami, en terrain de soccer. Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir aux communautés ethniques, c'est tout. Aux communautés ethniques, puis pas rien que ça. Pour faire plaisir également à la famille Saputo, qui a investi des sommes d'argent énormes, puis qui a amené une équipe de la MLS à Montréal. Félicitations. C'est correct, tu sais, mais accepter mais qui a bénéficié de pouvoir se bâtir un stade direct aux côtés du stade olympique. Ben oui. T'aurais essayé, toi, en tant que Québécois francophone, d'avoir ce terrain-là. Jamais. T'aurais essayé d'avoir ce terrain-là pour le fun. Jamais été capable. Bon, ben tu sais, c'est une réalité. Tu regardes, on continue. Des vedettes, il y en a. Georges Saint-Pierre, avant, là maintenant, ok, il est connu, etc., puis là, au Québec. Mais Georges Saint-Pierre était une vedette internationale. Il y a personne qui le connaissait au Québec. Jusqu'à la journée où ils se sont aperçus, ils ont dit, on va faire un gala de combat ultime à Montréal, au Centre Bell. Ils ont dit, vous vendrez pas un billet, mon ami, nos amis, là, nos bons journaleux qui connaissent tout. Vous êtes appelés à l'échec, vous ne vendrez pas un billet. Dans 24 heures, tous les billets étaient vendus, des gens de l'extérieur qui avaient réservé. C'est là qu'on s'est aperçu de la force de la force du net, qu'on s'est aperçu du pouvoir d'attraction de Georges Saint-Pierre. C'est pas drôle, là, c'est un Québécois, un gars de petit.
Oui, Max, là, je vais te dire une chose. Je le répète, je l'ai dit souvent. Je suis allé dans un gala de boxe en plein été. C'est Yvon Michel qui organisait ça pendant, tu te souviens, il y a une couple d'années, il faisait ça pendant le Grand Prix. C'était pas fou comme idée, là, tu sais, c'était dehors, au Parc Jarry. Mais là, t'avais... Ah, ben, c'est ça qu'on voulait faire cette année, puis ils l'ont fait à la Place Belle à Laval. Steve Bossé contre Jean Pascal. Ils savaient pas si ça allait être au Parc Jarry, là, au stade Unipri, qui appelle à cette heure, je sais pas, où ils ont trouvé un autre nom, là. C'est rendu du stade Cracker Jack, je sais plus trop quoi, là. En tout cas, mais, pour le nom qu'ils ont donné, ça, c'est de bonne guerre. Mais, tu sais, je veux dire, là, ils ont décidé parce que la Place Belle, ça fait partie de la gang. Evenco, ça fait partie de la gang. C'est toujours la même gang. Tu veux faire de la promotion. Écoute, moi, quand j'ai vu avec les Prédateurs de Laval, il y avait le vieux Colisée à Laval. Comment est-ce qu'on s'est acharné sur le vieux Colisée? Ça sent la piste. C'est loin d'être le cas. Il est entretenu. Moi, souvent, je vais, puis Bob Burger, je te dis pas que l'aréna est neuve, mais c'est propre. Les planchers sont propres. C'est entretenu. Puis il sait qu'elle est vieille, son aréna. Il a mis 900 000 piastres sur le toit pour le rénover. La première chose que le monde a dit quand ils ont rentré là, la vieille grange du House of Pain, c'est pas drôle, là. Le gars, c'est un promoteur. Le gars, là, il a investi, c'est une entreprise privée. Il a mis 900 000. Il fait virer l'aréna. Il fait travailler du monde. Et il loue ses glaces. C'est un entrepreneur, là. La première chose qu'ils font, ils te l'assassinent. Parce qu'ils veulent pas. Et la galerie de presse, c'est pas assez chaude à leur goût. Ou peut-être parce qu'on lui donne pas à bière ou qu'on lui donne pas un repas. Il y a sans doute une raison. Mais autant, pendant nombre d'années, t'as eu une exposition, t'avais le Journal de Montréal avec Jacques Beauchamp et compagnie, où ce qu'on oubliait personne. Donc, il parlait d'un athlète, un cycliste, l'Orgueil de Saint-Zotique, un autre du quartier Rosemont, un autre de telle place, un autre qui venait du Saguenay. Puis, c'est comme ça qu'ils se sont bâtis un empire. Et aujourd'hui, ils crachent dans la soupe. C'est ça qui arrive. C'est qu'identitairement, ils crachent dans leur propre soupe, puis nous autres, on se laisse faire. Moi, je l'ai vécu. Tu regardes, là, on est après organiser un événement qui va s'appeler la Coupe Bénure. La Coupe Bénure qui va se dérouler le 24 juin prochain à l'hippodrome de Trois-Rivières. Ça, la Coupe Bénure, c'est pas dur. C'est que c'est un peu un affrontement que je disais, qu'est-ce que ça prendrait pour attirer les gens, puis en plus de ça, qu'il y ait une rivalité. Parce qu'il est bon, c'est quand il y a une rivalité. Il y a Sylvain Fillon. Sylvain Fillon, ça, c'est le gars, le neveu à Hervé Fillon. Hervé Fillon qui a gagné plus de 15 000 courses. Écoute, c'est le Maurice Richard du monde des courses. C'est ce que tu nous parlais il y a 2-3 semaines. Hein? C'est ce que tu nous parlais il y a 2-3 semaines. Le projet que t'avais. Hervé Fillon, c'est le Maurice Richard du monde des courses. Sylvain, c'est son neveu. Mais Sylvain, il a établi, Hervé, il a gagné 15 000 courses. Mais Sylvain, lui, il était une régularité hors de l'ordinaire. Il a gagné les 10 derniers championnats des conducteurs. Pendant 10 ans, les 10 derniers championnats des conducteurs à Montréal, c'est lui qui les a gagnés. Il en a gagné plusieurs à Rideau-Carleton en même temps. Par la suite, quand ça a fermé, il s'est expatrié à Toronto. Et à Toronto, il en a gagné 4 ou 5. Mais là, il est arrivé un petit Québécois. C'est qu'il est parti de rien, de vraiment de nos origines. Louis-Philippe Roy, il n'y a rien qui pouvait présager qu'il allait faire ça. Il est parti de la Gaspésie. Il a commencé à conduire sur des petits circuits régionaux à raison de 8-10 programmes par année, peut-être une vingtaine de drives. Quand Trois-Rivières, les courses ont déménagé à Trois-Rivières, il s'est en été à Trois-Rivières, il a connu une montée fulgurante. Dans 2 ans et demi, il est parti de Trois-Rivières, il est monté à Toronto, puis il est présentement le meilleur conducteur, un des meilleurs conducteurs, sinon le meilleur conducteur en Amérique du Nord. Ça, là, c'est la même chose que tu prendrais un gars, là, qui aurait joué dans le Junior B 1 an, là, dans son local, là, tu sais, qui aurait joué d'une petite ville à Saint-Panselet, là, disons à Saint-Zénon, là. Il joue dans le Junior B à Saint-Zénon, puis 2 ans et demi après, il est premier compteur dans la Ligue nationale de hockey. C'est exactement la même chose. Ça, c'est un Québécois, ça, là. Il y a pas personne, t'en as jamais entendu parler, puis en plus de ça, là, c'est pour ça qu'on a décidé, parce que Sylvain, en quelque sorte, sans dire que c'est le roi déchu, c'est que quand l'autre est arrivé là-bas, le petit Québécois, il a pris sa place, le petit roi a pris sa place, d'où est venue cette idée d'une confrontation, un contre l'autre. Et généralement, quand il y a des confrontations de même, c'est que les chevaux vont être tirés au hasard, puis là, bon, ben, souvent, ils vont dire, ben, j'ai pas été chanceux, j'ai pas eu des bons chevaux. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, c'est pas comme ça va se passer. Ce qui va arriver, c'est que chacun d'eux va conduire dans toutes les positions.
de la première à la 8e position. Et chacun d'eux va choisir son cheval. Fait que ça veut dire que, expliquer, c'est que supposons que il va y avoir les 8 courses, personne, là, il n'y aura pas d'autres conducteurs, ces chevaux, c'est eux qui vont avoir le premier choix. Supposons que Louis-Philippe Roy a le premier choix, il dit, moi, bon, dans la 4e course, là, mon premier choix, ça va être le numéro 2. Il va conduire le numéro 2. Il pourra plus prendre un autre numéro 2, là, tu comprends? Parce qu'il a déjà pris son numéro 2. Sauf que... Donc, ils vont conduire 8 chevaux différents chacun. C'est ça, 8 chevaux de 8 positions différentes. De toutes les positions, autrement dit. Mais c'est eux qui vont les choisir. Autrement dit, il va choisir son numéro 1, puis il va choisir son numéro 2, puis il va choisir jusqu'à son numéro 8. Okay. Il peut pas prendre deux numéros 1, là. Non. Mais est-ce que c'est qui est-ce qui va amener ces chevaux-là à Trois-Rivières? Non, mais c'est des courses, là. Il y a des programmes de courses. Ça va être un programme de courses. Il y en a, là, des courses, là. OK. C'est que les gens vont ils vont être assignés à amener les chevaux qu'ils vont avoir décidé. C'est eux qui vont les mener. Mais il va y en avoir d'autres, là. Et ça s'inclut dans le programme de course, dans le processus normal, là. Mais eux autres, à la place d'être conduits par leur conducteur régulier. Le conducteur régulier, ça va être Filion ou Roy qui va prendre ma place. C'est ça, s'ils l'ont choisi, exactement. Mais les autres conducteurs vont être dans la course, ils vont avoir des adversaires, ces gars-là également, là. Les autres adversaires, mais malgré qu'ils ne seront pas les vedettes ce journée-là, ils voudront pas se faire ridiculiser non plus, là. Et ça veut pas dire qu'ils vont gagner les 8 courses, ces autres-là. Il y en a qui vont gagner les courses. Sauf que là, les parieurs, puis pour le spectacle, ben, tu vas savoir véritablement, ben, tu vas dire dans ce course-là, c'est lui qui l'a choisi, son cheval. Il pense qu'il a des chances de gagner. Généralement, leurs 2 chevaux devraient toujours être d'un favori, parce que c'est eux qui les ont choisis. Oui, c'est sûr. Autrement dit, on met des données de façon à ce que les gens, là, autrement dit, c'est pour démystifier le monde des courses. On met les meilleurs conducteurs avec les meilleurs chevaux dans la course. En plus de ça, c'est qu'on se trouve à donner une chance aux gens et dire, regarde, il y a de l'argent, enfin, c'est le meilleur conducteur avec le meilleur cheval. Ouais. Mais là, les paris vont être ouverts, évidemment. Oui, c'est un programme de course. J'ai parlé de ça, Max, au gars de la Fondation Équipe Québec, Daniel Saint-Hilaire, Stéphane Laninger. Ils ont trouvé le projet, là, vraiment, là, je te dis, là, intéressant au maximum. Ben, écoute, c'est plus qu'intéressant, puis c'est pas pour rien que ça se déroule le 24 juin. Puis on a la propriété, c'est quoi ça s'appelle la Coupe Bénure, mais ça va être international. Mais on a la possibilité de le faire avec des Québécois. Puis il y a assez de bons Québécois, là, que pendant les 5 prochaines années, là, même je te dirais les 10 prochaines, si on forcerait, là, le titre pourrait rester à un conducteur québécois. Pourquoi? Donc le titre va être mis en jeu à tous les ans. À tous les ans. Mais pourquoi est-ce qu'il pourrait rester au Québec? Parce que le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, puis le cinquième, c'est des Québécois. Ça fait que, il y a quelques Ontariens, un Ontarien puis un Américain qui pourrait se glisser dans le lot, là. Mais en vérité, ça devrait être couru, cet événement-là. Il va avoir, y a-tu un président d'honneur? Y a-tu quelqu'un qui va être mis à faire la promotion de l'événement? Toi? C'est toi? Allez, écoute, la promotion, tu sais, on l'a fait en tant que telle. C'est la première édition. Il va y avoir une conférence de presse qui va être faite, dans le courant de l'autre semaine, là, 2 semaines avant l'événement. On va l'annoncer à différents endroits. Mais tu sais, comme je t'ai dit, le sport, pas rien que les courses, le sport québécois n'a plus de visibilité. Il n'y a plus d'athlètes québécois qui a de la visibilité. Ouais, ben là, tu crées l'événement quand même, Max. Là, tu crées un événement. Tu nous en as parlé. Mais si les médias, en vérité, tu leur envoies des avis, tu les convoques, tu leur dis de venir à une conférence d'affaires, ils viennent pas puis ils en parlent pas de ton événement. C'est un peu comme je te parlais quand on parle de la Ligue nord-américaine de hockey. Mais là, c'est de haut niveau, là. T'as quand même Louis-Philippe Roy pis t'as quand même Sylvain Filion, là. Non, définitivement, là, que tu ferais une attraction de même, là. Je vais donner un exemple. Tu ferais ça à New York, là, à Meadowlands, entre 2 conducteurs américains, là. Tu prendrais Aaron Merriman. Les 2 meilleurs. Tu prendrais les 2 meilleurs conducteurs américains, tu ferais ça à Meadowlands, ça serait un événement monstre, ça serait grandiose. T'sais, écoute, ça se compare, c'est pas compliqué. Ce que Louis-Philippe Roy a fait, là, le plus bel exemple, dans la publicité, ça va être bien dit, c'est la même chose que Gilles Villeneuve, que Ferrari est venu le chercher, il faisait des courses de skidoo, puis il s'est en été conduire des Formule 1. Ben, Louis-Philippe Roy, là, il conduisait des skidoo, autrement dit, je parle de skidoo, c'est des faux pas trop en Gaspésie, puis là, il se ramasse en arrière des meilleurs chevaux au monde.
pas lui que son nom a été nommé au Yankee Stadium? C'est Yannick Gingras. Gingras? Ça en est un autre. Yannick Gingras qui domine le circuit américain depuis, ça fait 5-6 ans qu'il gagne les plus grosses courses. Yannick Gingras, c'est un Québécois, c'est un petit gars de Sorel. Il a commencé à amener ici, au Québec, dans les courses amateurs, puis là, après ça, il s'est expatrié, il était à Québec, puis là, à Québec, à un moment donné, on lui a donné une suspension parce qu'il était trop agressif. On lui a donné une suspension, pas parce qu'il était, là, pas pour malversation, là, parce qu'il était trop agressif. Un peu comme tu dis, mon roi, là, ça le met sur le banc au hockey, là, il a scoré 3 buts, il est trop agressif. C'est un peu comme Piqué Souban, il veut trop, fait qu'on l'échange. C'est ça, on s'en débarrasse. Tu comprends ce que je veux dire, la même chose. On va l'envoyer aux États, ils vont être poignés avec. Parce que depuis ce temps-là, il est archi-millionnaire, il mène les meilleurs chevaux au monde, puis c'est un donc l'événement va avoir lieu le 24 juin, mon cher Max. Donc, t'as relevé le défi, t'as proposé ça sur la radio ici, il y a à peu près un mois, 3 semaines. Puis là, les gars ont signé, tout le contrat est signé, tout. Oui, tout est signé, ils vont être là. Ils sont supposés venir pour la conférence de presse. On veut également on essaye de faire une conférence de presse à Toronto aussi, parce que comme ces deux conducteurs qui sont illustrent sur le circuit ontarien, ça va être présenté, on espère que ça va être présenté sur les TV là-bas, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est pas évident. C'est sûr que c'est un événement. Il faut que tu le montres, c'est la première présentation. Il faut qu'on montre l'événement. Mm-hmm. Mais si tu t'essayes pas, tu le feras jamais. Il y a un moment donné, il faut que ça arrête de passer à l'étape du rêve, que ça tombe à l'étape de la réalité. C'est sûr d'une chose, c'est qu'on aurait aimé peut-être avoir plus de temps, mais ces gars-là, ils ont quand même des engagements, là. Mm-hmm. Plus la saison va arriver, plus il y a des grosses courses, plus il y a des grosses bourses, moins ils vont être disponibles. Donc, ça va devenir une sorte d'happening, le 24 juin. Oui, est-ce que ça va être à tous les 24 juin, à tous les ans? Tu sais pas? Oui, c'est ce qu'on veut faire. Hey, maudite bonne idée. Il va-tu avoir un groupe de musique pour qu'il va chanter de la musique québécoise? C'est pour montrer notre culture, tout ça? Peut-être qu'on est à regarder pour possiblement. C'est ce qu'on est à négocier, une association avec ce qu'on appelle le Festival Western de Saint-Tite, c'est pas bien loin de Trois-Rivières, là. Et puis, fort probablement que ça pourrait être un événement country, c'est du country, du québécois country, là. Mais ça pourrait être country, parce que c'est sûr que cette journée-là, t'as bien des spectacles un peu partout dans différentes moi, je peux te dire une chose, les gars, je te dis ça en ondes, là, mon cher Max, mais j'ai parlé du projet aux gars de la Fondation Équipe Québec, comme je te disais tantôt. Eux autres, là, ils ont une maudite belle coupe. Puis ils sont prêts à vous l'offrir. Annuellement, ils vont porter la coupe, puis toute bien des... Hey, elle est belle, je te dis, là, c'est du professionnel, là, leur coupe. Ils sont prêts à prêter, à offrir la coupe pour le gagnant. Moi, je pense qu'on pourrait faire une chose. On va rentrer en contact, puis s'ils veulent embarquer dans l'événement... ils sont prêts, je te le dis, ils sont prêts. Ça va nous faire plaisir, parce que c'est une fierté, puis en plus de ça, oublie pas une chose, on parle d'équipe Québec au hockey, mais au niveau des courses de chevaux, des grandes, ça a fait partie de notre origine. Là. Quand j'ai vu, moi, démolir l'hippodrome de Québec, là, j'avais tellement un pincement au cœur en me rappelant toute l'histoire des courses à l'hippodrome de Québec avec cette fameuse exposition agricole-là. Là. C'est un peu... Moi, je suis certain qu'il y a les gens, quand ils ont vu démolir le stade de Lormier au baseball à Montréal, ils ont eu le même sentiment que toi. Ils ont eu un pincement. Ça n'a aucun bon sens d'avoir fait des choses du genre. Ça n'a pas de sens, ni queue, ni tête. Écoute... le stade de Lormier, il y avait rien que 30 ans, là. Quand j'ai su qu'il y avait rien que 30 ans. Ben oui. Tu sais, c'était pas un stade qui avait été bâti, là, dans les années 1800 quelques, là. Mais non. Non, il y avait 30 ans. Ça veut dire qu'il avait pas été bâti en 34, 35, je pense, là. À peu près. Il était bâti en 37. Ah oui. Puis, non, mais, en tout cas, chose certaine, quand tu as vu l'hippodrome puis là, c'était une image que je fais, mais la cerise sur Sunday, c'est dernièrement, ton écurie à Blue Bonnet a passé au feu. Ça va pas bien pour toi. La chose, c'est que, non, mais c'est du passé, c'est que tu veux faire, c'était vite. Oui, je sais, mais, tu sais, qu'elle passe au feu, ou qu'elle s'est démolie, tu sais, ça faisait peu, moi, ça fait plus une grosse différence. Le dommage qu'a été fait à l'industrie, un dommage quasiment irrémédiable, là. Il essaye, puis il redécolle, puis à Trois-Rivières, il y a tout un spectacle. L'hippodrome, c'est super beau à Trois-Rivières, c'est beau, c'est propre. Je te dirais, encore là, une chose qui
qui est dans notre mentalité généralement c'est obligé de te dire notre mentalité de perdant souvent. Puis notre mentalité de manger de notre prochain. Ça, là, c'est que je regardais le spectacle, puis là, tout le monde dit, nous autres à Trois-Rivières, ça paye pas. Nous autres à Trois-Rivières, c'est comme ça. Ben, je vais te dire que le spectacle à Trois-Rivières, depuis le début de la saison, il est meilleur que celui-là à London, en Ontario, puis il est meilleur que celui-là de Yonkers à New York. Pourquoi je te nomme London puis Yonkers? C'est des tracés de demi-mille comme Trois-Rivières. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que les tracés plus grands, c'est pas le même spectacle. Mais présentement, le meilleur spectacle sur une piste d'un demi-mille en Amérique du Nord, il est à Trois-Rivières. Les retours au niveau du pari mutuel pour les parieurs sont des plus intéressants. Mais, tu sais, quand on est en tort, on est en tort, mais quand on fait quoi de bien, faut arrêter de penser que les autres font mieux que nous autres. Tu sais, je parlais tantôt en début d'émission, Max, de Laurent Duvernay-Tardif, le joueur de football qui est docteur. C'est un petit Québécois qui joue pour les Chiefs de Kansas City ou la Ligue nationale de football, puis il vient d'être reçu médecin. C'est quand même pas rien. C'est dans le sport, comme tu disais tantôt, qu'on peut rendre les gens fiers, puis les gens s'identifient au sport. Un des plus belles athlètes qui a passé au Québec, que tu le veuilles ou non, qui a fait des exploits. On nous parle de Maurice Richard, on nous parle de ci, on nous parle de ça. Mais Gaétan Boucher, oui. Dans les années de Gaétan Boucher, dans les années qu'il a gagné ses médailles d'or, écoute, il a commencé à s'entraîner sur une petite patinoire dehors à Sainte-Foy. Il n'y avait aucune chance au monde. C'est quand je te parle, là, Gaétan Boucher, là, ben, c'est la même chose que Louis-Philippe Roy a réalisé, là. Tu sais, du monde qui, tu dis, bon, écoute, je vais être le meilleur patineur de vitesse au monde, mais pour commencer, tu patines sur une glace tout croque en arrière de la maison chez vous. Dans 10-15 ans, tu deviens le meilleur patineur, puis tu t'en vas battre des athlètes, puis dans ce temps-là, des athlètes super dopés, entraînés, conçus quasiment des machines conçues rien pour gagner cette médaille-là, puis tu réussis à les battre. Puis aujourd'hui, tu regardes, je pense qu'il est gérant d'un aréna. C'est pas drôle. La petite fille qui fait de l'haltérophilie, qui s'entraîne à Val-d'Or dans le garage chez eux avec un poêle à bois, puis les trois a fini 4e aux Olympiques, elle a pas un asti de commanditaire avec elle, il en parle pas. Puis en Chine, là, ça serait adulé au bout, ces filles-là. Les trois, mais écoute bien, les trois premiers en avant d'elle se sont fait pogner au test, c'est elle qui s'est ramassée avec la médaille d'or. Quand c'était le temps qu'elle faisait, puis je reviens, Sylvie Fréchette faisait partie de la gang, puis on l'aimait bien gros, puis elle était publicité à RDS. Quand ils ont donné la médaille d'or, parce que le juge, il y avait eu quelque chose avec les juges, on a fait une cérémonie à la télévision. La petite fille de Val-d'Or, la petite haltérophiliste, qui est partie de la 4e à la première place, on l'a su par pur hasard. Mais elle n'a pas de bourse, elle n'a pas rien, parce qu'elle avait fini 4e, puis elle avait pas de commanditaire. Je vais te dire, Max, là, je parlais à quelqu'un cette semaine, il me disait, t'as un poste de radio? Oui. Je dis, ouais, puis je dis, qu'est-ce que vous parlez? Ben, je dis, on parle de politique, on parle de nouvelles, pis tout ça, puis on a une émission du sport. Il dit, ouais, ben, pareil, vas-tu parler des Canadiens? Je dis, non, on n'en parlera pas des Canadiens, on parle du sport olympique, on se parle des athlètes, puis c'est Daniel Saint-Hilaire, qui était coach de Bruni-Surin, puis Stéphane Allinger, puis Serge Rollin, qui font un travail, à bout de bras comme ça. Ils ont une fondation Équipe Québec. Puis tu sais, je me dis, ces gens-là, ben, ils parlent pas la semaine passée, on avait ils ont reçu quelqu'un en studio qui était lancé du javelot. Et puis il s'est entraîné en Chine, puis avec les moines bouddhistes. Puis en tout cas, j'ai pas tout su l'histoire, mais tu sais, c'est des cas comme ça qu'on veut parler, qu'on veut faire connaître aux gens, parce que aujourd'hui, je parlais à des gars à job des Canadiens de Montréal, parce qu'on nous parlait. Tout ce qu'ils nous parlaient, c'est des Russes. Les noms que j'entendais, c'était tous des Russes, Canadiens de Montréal. Mais il y a une chose, François. C'est pas qu'ils sont pas bons, quand t'entends parler, là, c'est ça, être colonisé. C'est quand ils ont dit, d'une manière ou d'une autre, François, là, politiquement parlant, là, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, ben là, ils ont réussi à le faire. Je te dirais que les dernières années, là, qu'on a vécu en politique québécoise, là, ils nous ont ramenés au rang de colonisés. C'est toujours mieux. Écoute, c'est pas dur. Quand je me suis soulevé, parce que dans la ligne junior majeure du Québec, dans toutes les chambres des joueurs, ça parle en anglais, puis là, je faisais des reportages au Saguenay, puis je les ai graissés, moi. Hey, c'est pas drôle, puis c'est la langue. Puis là, même l'animateur de Jonquière,
mon chum Michel Tifo me parlait de ça. Oui, mais tu sais, c'est la langue de travail. J'ai dit ça, là, j'ai dit, quand vous parlez de même, je vous trouve tellement déguiseux de trop de cul. Puis c'était plus fort que moi. C'est pas compliqué. Tenez-vous debout à un moment donné. Si vous voulez que les gens vous respectent, tenez-vous debout. À partir du moment où est-ce que tu tiens pas debout, pourquoi est-ce que l'autre te respecterait? Ben non. Explique-moi pourquoi est-ce que l'autre va te respecter. Toi, tu te respectes pas toi-même. Oublie ça. Bon, l'hippodrome, là, à Trois-Rivières, contient combien de monde? Ah, écoute, je pense qu'ils peuvent mettre 4000. Parce que t'as dehors, tu comprends ce que je veux dire, là. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut être... en tant que tel, d'après moi, là, quand tu mets un 2000 en dedans, là, 1500, 1800, là, c'est... Ah, mais j'ose espérer que le 24 juin, ça va être pacté, ça va être à pleine capacité, puis les gens, même dans les salons de Paris, vont aller voir ça. Puis là, on va s'organiser pour que ça soit également sur via Internet. Mais pour ce qui est de l'équipe Québec, écoute, moi, je suis à 100% d'accord. S'ils veulent faire quelque chose, ça va être... Ah, ils sont prêts à embarquer. Ils m'ont même offert, ils disent, on pourrait remettre la coupe. Ben, je dis, parle-en à Max. C'est Max qui, c'est l'idée c'est à partir de toi, c'est toi qui a parti cette idée-là. Et puis, bon, ben, ça peut être un événement qui va être, récurrent. Ça va revenir à tous les ans. Puis... Ah non, puis c'est deux Québécois, tu sais, c'est des Québécois, puis c'est des, écoute, quand tu veux pas être plus Québécois, puis Filion, ben, c'est de famille en famille. C'est la tradition, tu sais, tu comprends? La fameuse famille Filion. C'est ça, c'est la tradition, c'est la monarchie au niveau du monde des courses au Québec. Tu comprends ce que je veux dire? La royauté. Il y a une Nathalie Filion qui s'est présentée pour l'ADQ il y a quelques années, puis moi je la connais bien, je l'ai aidé à son élection. Et puis elle fait partie de la famille Filion, la fameuse famille Filion. Hervé Filion, c'était... Il est-tu encore avec nous autres, Hervé Filion? Non, il est décédé. C'est lui, je te disais au début, là, qu'il avait 15 000 victoires, puis son neveu, puis tous les frères ont tout conduit. C'est ça, quand je t'ai dit, c'est la royauté au niveau de la famille. Du 31 au niveau du Québec, comme la famille de la Chance. Faut pas que tu oublies la famille de la Chance aussi. Là, on parle de la famille Filion parce qu'ils font partie de l'événement, mais ta famille de la Chance qui a pas donné sa place, là. Tu sais, moi, j'ai un plaisir immense quand des fois je m'en vais, André Lachance, un des membres de la famille Lachance, il y a une ferme pas loin, d'où ce que je reste, puis je vais jaser avec, puis il me contait quand il était jeune, comment que ça se passait, puis avec deux pères. Écoute, c'est des histoires, tu t'aides pas d'entendre ça. Des fois, c'est sûr que c'est des gens ils s'expriment moins devant une caméra, mais quand tu es avec les autres, puis ils te racontent ça, tu sais, c'est des belles histoires, là. Quand tu traversais sur le chalutier pour aller courir, il partait d'Oka, puis il traversait de l'autre bord pour aller courir dans une petite exposition dans le coin d'Hudson, puis ces places-là, là. Puis là, il dit que son père priait sur le chalutier parce que ça faisait de la haute, puis nous autres, il dit, où il était en arrière avec les chevaux, puis il dit, on s'amusait dans le camion, puis il dit, le père, il y avait tout son chapelet, tout le temps que la traversée se faisait, puis il priait. Il dit, il préparait un lunch avec des sandwichs. Il dit, s'il y avait le malheur de le mettre en arrière avec nous autres, quand il arrivait pour prendre sa tasse de thé, il mangeait ses sandwichs avant un course, il dit, il n'avait plus une, où ils avaient tout mangé. Tu sais, c'est... Non, mais écoute, la famille Fillon peut dire que c'était un peu comme Maurice Richard au Québec, c'est légendaire. Les Lachance aussi. Faut que tu mettes les Lachance également, là. Tu sais, quand tu regardes, il y avait d'ailleurs, écoute, tu feras ça, là, il y avait fait une confrontation, les Filions contre les Lachance, 4 Filions contre 4 Lachance. Autrement dit, ils remplissaient les 8 positions, là. Fallait le faire, de la famille Filion contre la famille Lachance. Il y a à peu près rien qu'au Québec où ce que tu peux faire une chose de même, là. Ça, écoute, c'est quelque chose, là, dans ton histoire où ce que tu réussis à faire un événement où ce que t'en as 4 d'un, 4 de l'autre, puis même il y aurait pu en avoir un de chaque famille de plus. Autrement dit, il aurait pu être 5-5. Ça s'est fait, là, quelques années, des Filions contre les Lachance. C'est un affrontement typiquement québécois, puis écoute, ça représente les familles québécoises du temps, c'est vraiment typiquement, là, historiquement parlant, là, c'est nous autres, là. C'est ce qui se passait après la grand-messe le dimanche après-midi. Puis, écoute, il y a des histoires qui m'ont raconté. Le 24 juin, moi, je sais où je vais être, hein. Je vais être là, puis on va diffuser sur Radio Infocité les 8 courses. Et puis, je sais pas, là, on va s'arranger avec toi, là. C'est toi qui vas, disons, superviser tout ça. Jean-Marc va être sur place. Mais donc le 24 juin prochain, c'est évident qu'on va être à Trois-Rivières. Ça va être l'événement de la Saint-Jean-Baptiste cette année.
Et puis, je pense que la Fondation Équipe Québec va arriver, va embarquer avec toi. Certains m'en ont parlé, puis ils seraient très fiers de fournir la coupe. Et puis, la coupe, disons, c'est peut-être pas... Mais ça va être l'événement Ben Hur, hein? C'est un peu Jeff qui a trouvé le nom, non? C'est sur le principe, c'est sûr. C'est la coupe Ben Hur. Pourquoi la coupe Ben Hur? Parce que Ben Hur, quand nous autres on fait des courses sur harnais au Québec, les Québécois, les francophones se sont toujours différenciés parce que eux, ils étaient des courses sur harnais, tandis que les Anglais, en grande partie, ont une histoire du galop, là, comme le Derby du Kentucky pis ces choses-là. Ça n'empêche pas que tu as des Québécois aussi qui ont fait de carrière dans ces courses-là aussi, parce que comment je pourrais dire? Mais ici, au Québec, c'était les courses sur harnais. Pourquoi? Parce que t'avais le curé puis le docteur, puis c'était dans nos origines, puis ça faisait partie des expositions agricoles également, les courses après l'exposition agricole, et t'avais au mois de septembre, à la fête du travail, t'avais cette fameuse dernière journée de l'exposition agricole à Québec, à laquelle était présentée la classique du Grand 5000, qui a déjà attiré 50 000 personnes à Québec, alentour de la piste, il y avait du monde partout. Moi, je me souviens de l'avoir gagné, il y avait 33 000 personnes, parce que il ouvrait toutes les clôtures, il y avait tellement de monde, là. Le monde venait voir la course, fait qu'il il tassait toutes les clôtures, puis là, c'était plein de monde alentour de la piste, puis il y avait du monde dans le milieu de la piste, puis écoute, là, c'était noir à perte de monde, à perte de vue, et moi, je me souviens, je l'avais gagné avec Pat Landing en 2000. En l'an 2000, il avait gagné la classique du Grand 5000, puis les gens voulaient venir sur la piste pour y toucher après la course. Écoute, la classique du Grand 5000, c'est la plus vieille course de chevaux en Amérique du Nord. Tout sport qu'on fait, à part le Quintet, mais tout sport sur harnais, tout course sur harnais confondu partout en Amérique du Nord, la plus vieille course, ça va être la 108e cette année, la 108e présentation du 5000, qui, heureusement, a été récupérée par Charlevoix, par l'hippodrome de la Vallée. Charlevoix, puis écoute, la famille Harvey, là, qui sont propriétaires de l'hippodrome de la Vallée, écoute, ils mettent environ 35 à 40 000 par année de leur argent pour présenter cette course-là, là, pour présenter cet événement-là, là, justement, pour que la tradition se perpétue et qu'elle ne meure pas. Et ça, là, écoute, rien que ça à Québec d'avoir dit. Écoute, on charge des événements. T'avais la plus vieille course de chevaux en Amérique du Nord sur harnais. L'hippodrome de Trois-Rivières, là, où qui est l'hippodrome présentement, au même endroit, c'est le premier endroit où c'est couru la prestigieuse course qu'on appelle le Queen Plate. Le Queen Plate, ça, quand tu vas à Toronto, c'est la course où la reine vient une fois de temps en temps, là. Là, ça s'appelle le Queen Plate parce que c'est la reine. Quand c'est le roi, c'est le King Plate. Mais là, à toutes les années, là, c'est une grande cérémonie, puis c'est la grosse course à Toronto, la plus grosse assistance. Mais la première Queen Plate qui s'est courue, c'est à Trois-Rivières, sur les terrains où ils sont présentement, en 1834. C'est le premier endroit où il y a eu le Queen Plate. Avant la rébellion des Patriotes 37-38. C'est en plein ça, parce que c'était les Anglais, puis les autres, les Anglais, c'est là que ça s'est couru. Sur le même terrain, là, sur la même piste de course, que OK, là, il y a eu des rénovations, là, tu comprends, là? Sauf que l'ovale, puis l'estrade, puis le fil d'arrivée, ils sont à la même place qu'ils étaient en 1834. C'est le plus vieil hippodrome en Amérique du Nord, l'hippodrome de Trois-Rivières. Personne ne le sait. C'est comme je disais, là, avec vous depuis 1830. Tu sais, c'en est un monument. C'est comme à Trois-Rivières, tu regardes à Trois-Rivières, là, une petite ville, ils ont un hippodrome, ils ont le beau petit stade de baseball, ils ont tout à Trois-Rivières, là, ils ont l'aréna pour le hockey, ils vont en bâtir un autre, mais ils ont le Grand Prix de Trois-Rivières pour les courses de char alentour de ça. Ils sont mieux organisés qu'à Montréal. C'est quand même effrayant quand tu regardes ça de près. Ben oui, puis c'est propre, là, tu regardes alentour, là, c'est propre, là, tu regardes l'hippodrome de Trois-Rivières, là, t'as pas de papier qui traîne là, puis c'est super propre, et c'est pas parce qu'ils nagent dans l'argent puis dans les millions, parce que tout a été coupé. Il y a juste que le Ludoplex au côté, là, et qui appartient à l'Auto-Québec, les courses ne retirent pas une scène du Ludoplex, là. Ça, écoute, ça serait politiquement. En tout cas, ça va être un événement à suivre le 24 juin. C'est à quelle heure, ça? Ça va commencer à 12h50, mais il va y avoir des présentations avant. Puis là, on va essayer, on pourra pas faire comme à Vegas avec les Golden Knights, là, mais on va essayer de faire quelque chose de spécial un peu. Là, comme c'est le 24 juin. Ça va être le temps aussi de mettre de la musique québécoise. Oui, non, c'est sûr qu'il va y avoir
il va y avoir quelque chose. Il va y avoir également de la présence pour les enfants, pour que les enfants, puis il va y avoir un endroit aussi pour démystifier comment est-ce que ça fait, les gens qui vont être intéressés à savoir comment est-ce qu'un cheval de course est, comment est-ce qu'il s'attelle, pourquoi est-ce qu'on fait ici, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ça va être aussi familial, ça va être, exactement. Tout ce qui va manquer, ça va être le soleil, on sait pas, on va souhaiter une belle journée. Ça, on va souhaiter une belle journée le 24 de juin prochain. Donc, 24 juin, compétition, Louis-Philippe Roy, Sylvain Filion. Non, c'est la Coupe Bennu. Rappelle ça par son nom. Un événement, François. Oui. On appelle ça par son nom. L'événement, la Coupe Bennu, donc le 24 juin prochain à l'hippodrome de Trois-Rivières. Ça va être l'événement de la Saint-Jean-Baptiste cette année. Et puis, je pense qu'on va être là ici. On va couvrir ça. Mais moi, je vais y aller. Même si on couvrait pas là, l'événement, j'irai quand même parce que moi, j'ai découvert ça, les courses de chevaux. C'est de toute beauté. C'est extraordinaire quand tu vois ça partir, là, les 8 chevaux ensemble, un à côté de l'autre. Puis là, c'est extraordinaire. Puis t'es proche de l'événement. T'es proche de la piste, là. C'est une des choses les plus belles que j'ai vues de ma vie. Je vais te dire, là, ben franchement. En plus de ça, les meilleurs athlètes au niveau des conducteurs et des entraîneurs, ben, c'est des Québécois. Imagine-toi. Donc, c'était un rendez-vous 24 juin prochain. La Coupe Bennu, mesdames et messieurs, organisée à l'hippodrome de Trois-Rivières. De Trois-Rivières. Puis, je pense qu'on va être privilégiés parce que tu es un des organisateurs. Fait que, on va avoir droit à des petits passe-droits dans le sens qu'on va couvrir l'événement. On va se brancher avec les descripteurs de la place, j'imagine. En tout cas, arrange ça pour que nous autres, on puisse diffuser. Puis je pense qu'on n'aura pas de difficulté. Mais je pense que les gars de la Fondation Équipe Québec veulent te jaser ça, hein, je te le dis, là, sont enthousiasmés. Ça va être très ouvert, puis ça va nous faire plaisir de les accueillir, puis ça va en faire encore un événement encore plus québécois. Exactement. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain, mon Max, parce qu'on diffuse du baseball le mardi prochain. Donc, on va être en ondes mercredi. Ça fait que on se reparle le mercredi soir prochain. OK, bonne soirée tout le monde. Salut Max, et merci beaucoup encore une fois. Félicitations pour l'événement de la Coupe Bennu à l'hippodrome de Trois-Rivières, 24 juin prochain. C'est l'événement de la Saint-Jean-Baptiste cette année au Québec. Max, merci encore une fois. On se reparle mercredi. OK, à mercredi prochain. Salut bien. Max Bradette, mesdames et messieurs, l'organisateur de l'événement annuel, mesdames. L'événement qui va se passer. Ça va être la grosse chose cette année. Écoutez, la Coupe Bennu à l'hippodrome de Trois-Rivières, qui va mettre en compétition Louis-Philippe Roy et Sylvain Filion. Ils vont courir dans les 8 courses. Mais il va y en avoir d'autres, là, comme Max nous disait, là, d'autres très bons conducteurs de chevaux. Ça va être l'événement. On va vous en reparler régulièrement. Écoutez, ça va être quelque chose. Moi, je vais être présent. Puis allez-y donc, là, les auditeurs de radioinfocité.com. Rendez-vous à Trois-Rivières. C'est dans le centre du Québec. C'est un dimanche. Vous allez avoir le temps. Il y a des endroits pour coucher. C'est congé le lendemain. Parce que le 24 juin, ben, le jour férié va être le lundi suivant. Donc, on va pouvoir dormir à Trois-Rivières. Hey! On s'en va là le 24 juin prochain à l'hippodrome de Trois-Rivières. Écoutez, la Coupe Bennu, ça va être quelque chose. Merci Max Bradette, merci Jean-Marc Drolet dû nous avoir vérifié de près. On se donne rendez-vous demain soir, mesdames et messieurs, tout de suite après la bande de la Fondation Équipe Québec, Radio Infosport, en compagnie de Serge Rollin, Stéphane Allinger, Daniel Saint-Hilaire et Carl Brochu. À demain. Et moi, je vais suivre tout de suite après 21h30. Salut, bonne fin de soirée à tous. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.